639 morceaux de l'épave d'un avion sont repêchés dans l'océan. 639 morceaux qui ne font qu'approfondir le mystère d'un écrasement d'avion dévastateur. C'est en repêchant la 640e pièce du vol 611 de China Airlines que les enquêteurs auront leur réponse. L'excitation nous a gagnés. Plus que tout autre débris, cette pièce sera scrutée à la loupe. Elle détient l'indice qui permettra aux enquêteurs de comprendre pourquoi un avion de ligne moderne avec 225 passagers à son bord s'est désintégré en plein ciel. Feet. Speed is low, sir. Watch it. Did you feel that? Taipei Control, descend and maintain. Echo Foxtrot, 126, unit air 608. 25 mai 2002. Gears up. Un 747 de China Airlines décolle de la capitale de Taïwan, Taipei. Taipei approach, Dynasty 611, airborne passing 1,600. Dynasty 611, Taipei approach radar, contact climb and maintain flight level 260. 260, Dynasty 611. Autopilot B, engage. China Airlines est la compagnie d'aviation nationale de Taïwan. 225 passagers sont à bord du vol 611. Le vol pour Hong Kong sera de courte durée, 1h40 au-dessus du détroit de Taïwan. Cette route est l'une des plus empruntées de la planète. Elle rapporte tellement d'argent qu'on la surnomme la poule aux œufs d'or. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has been turned off. For your safety, we do recommend that you keep your seatbelt fastened at all times while seated. Quelques minutes après le décollage, le vol 611 effectue une montée sans encombre au-dessus du détroit de Taïwan. Le pilote automatique assure l'ascension de l'appareil. Soudain, 20 minutes après le décollage, à une altitude de 10 700 mètres, l'avion disparaît des radars du centre de contrôle régional de Taipei. Dynasty 611, Taipei. Dynasty 611, Taipei. I've got a plane off radar. China Airlines 611. Its last known return was east 119.67, north 23.98. Les autorités taïwanaises lancent immédiatement l'une des plus vastes opérations de sauvetage de l'histoire de l'aviation du pays. 本时段备勤同仁，本时段备勤同仁，请立即至值班室集合。科研麻，你帮我。海顺动幺，海顺动幺，呼叫远方动幺，听到请回答。我是同时下达任务。 J'ai donné des instructions précises. La priorité était de retrouver les survivants, ensuite les corps des victimes, et en dernier lieu seulement, récupérer l'épave de l'avion. 务必全力以赴。 Plus de 1000 personnes participent aux recherches. La garde côtière, l'armée taïwanaise et des bateaux de pêche se précipitent en mer. Au moment de sa disparition,
Le vol 611 se trouvait à 55 km de la rive taïwanaise, juste au nord de l'archipel de Penghu. Les secours aperçoivent des débris qui flottent à la surface du détroit de Taïwan. Tout d'abord, on a vu énormément de débris. Des roues de train d'atterrissage, des serviettes en papier, des couteaux, des fourchettes. Les débris de l'épave de l'avion sont disséminés sur un vaste territoire. On en retrouve même sur la terre ferme, à plus d'une centaine de kilomètres de la tragédie au centre de Taïwan. Le Bureau de sécurité aérienne de Taïwan, l'ASC, ouvre une enquête sur l'écrasement de l'avion vieux de 22 ans. 747-200, delivered August 2nd, 1979. Kay Young est le directeur de l'ASC. Il est responsable de l'enquête. All we know now is setting up a command post in Penghu Island. Let's go. La cote de sécurité de China Airlines était très mauvaise. En fait, la compagnie avait la réputation d'être l'une des plus dangereuses au monde. En moyenne, ils avaient un grave accident tous les 4 ans. Cette enquête était de loin la plus complexe de ma carrière, en grande partie parce que l'épave se trouvait au fond de l'océan. Les efforts pour retrouver des survivants se poursuivent sans relâche. « 225 passagers se trouvaient à bord de l'avion. Il n'y a aucun survivant. Les corps sont transportés sur l'archipel de Penghu pour être identifiés et examinés. Comme il s'agit d'un appareil fabriqué aux États-Unis, le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, participe à l'enquête. Une équipe d'enquêteurs est dépêchée à Taïwan. De Washington, John DeLisi supervise les opérations. Nos relations avec l'ASC, le Bureau de sécurité aérienne de Taïwan, sont excellentes. On savait que notre collaboration serait la bienvenue, et même souhaitée. Tous les débris de l'épave qui flotte à la surface sont eux aussi transportés sur l'archipel de Penghu. Les enquêteurs veulent découvrir comment l'un des avions les plus prestigieux du monde, qui effectuait l'un des trajets les plus fréquentés, a pu tout simplement tomber du ciel. Le Boeing 747 est le gros porteur le plus populaire du monde. Il a transporté des millions de passagers sur des milliards de kilomètres. C'était très inquiétant. Good morning. I'm anxious to see what you have. Un radar sophistiqué basé au sol a suivi le trajet écourté du vol 611. Il devrait procurer une image plus claire de l'avion que le radar du contrôle de circulation aérienne. Kay Young obtient un premier indice précieux. Le radar a repéré l'avion pendant son ascension jusqu'à une altitude de 10 700 mètres quand tout à coup, le signal du vol 611 s'est fractionné. The breakup is quite graphic. Soudainement, la rétrodiffusion radar nous a permis de voir 3 ou 4 gros morceaux d'épave. Ils se sont ensuite dispersés dans leur chute vers le sol. C'est là qu'on a compris que l'avion s'était désintégré en plein vol. Les enquêteurs se demandent maintenant ce qui a pu provoquer l'écrasement de l'appareil. Toutes sortes d'hypothèses ont été émises sur les causes probables de l'accident. On savait que quelque chose de foudroyant s'était produit, sans aucun signe précurseur. Les médias ne tardent pas à avancer une terrible hypothèse. Le vol 611 aurait-il été abattu? Les relations sont tendues entre la Chine et Taïwan. La Chine a déjà lancé des missiles sur Taïwan par le passé.
Dans les médias, on soupçonne les Chinois d'avoir abattu le vol 611. Plusieurs ont laissé entendre que l'avion était tombé sous le feu ennemi. Le jour de l'écrasement de l'avion de China Airlines, la Chine effectuait des exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Mais les autorités soutiennent qu'aucun missile n'a été lancé en direction du vol 611. Jusqu'à maintenant, les débris repêchés ne portent pas de traces d'une quelconque attaque. Et rien sur les images radars ne permet de croire qu'un missile a mis le cap sur l'avion. Les preuves ont rapidement permis d'écarter l'hypothèse du missile, tout comme celle de la collision en vol. Il n'y avait absolument rien à proximité de l'avion dans le ciel. Peu de choses peuvent provoquer la désintégration d'un avion en plein ciel. L'une des causes les plus fréquentes est une bombe. Les médecins légistes examinent les cadavres qui ont été repêchés à la recherche de brûlures ou de blessures provoquées par des éclats de bombe, mais en vain. Sans compter que la déflagration d'une bombe aurait fendu et tordu le revêtement métallique de l'appareil de manière bien particulière. Or, aucun morceau de l'épave ne présente de telles caractéristiques. Mais pour écarter définitivement l'hypothèse de la bombe, il faudra davantage de débris. I think that'll be it for floating wreckage. L'équipe du NTSB arrive à Taïwan. Morning, I'm Clint Crookshanks from the NTSB. Hello. Good to see you, gentlemen. I'm afraid we still don't have much. Clint Crookshanks est un ingénieur de structure qui connaît le 747 sur le bout des doigts. Je n'avais pas d'idée préconçue en arrivant là-bas. C'était ma première enquête sur un grave accident pour le NTSB. Thank you for bringing these. Aux yeux du NTSB, cet accident ressemble étrangement à l'un des écrasements d'avions les plus analysés du monde. Il s'agit du vol 800 de la TWA qui s'est écrasé 6 ans plus tôt. Tout comme le vol de China Airlines, l'avion s'est désintégré pendant son ascension. L'appareil s'est écrasé dans l'Atlantique peu après son décollage de New York. Le vol 800 de la TWA est la plus vaste enquête jamais menée par le NTSB. Elle a duré près de 4 ans. La minutieuse enquête a permis de découvrir une faille dans la conception du 747. Le câblage électrique près de l'un des réservoirs à combustible peut faire des étincelles et embraser le carburant dans le réservoir. Les enquêteurs ont conclu que c'était la cause probable de l'écrasement. Les similitudes entre les deux vols sont frappantes. Ce sont deux 747 qui se sont désintégrés subitement pendant leur ascension et les deux appareils ont décollé sous une chaleur accablante. La canicule peut avoir causé l'explosion du vol 800. L'avion est demeuré sur l'aire de trafic avec la climatisation allumée. Les enquêteurs estiment que l'air chaud du conditionneur d'air pourrait avoir surchauffé le carburant de l'appareil. Les premiers éléments de preuve laissent croire à une répétition de la tragédie du vol 800 de la TWA. La ressemblance était troublante. On s'est alors concentré essentiellement sur le réservoir à combustible central. Trois semaines se sont écoulées depuis l'écrasement. Le Yan Steen, un navire de sauvetage de pointe, arrive dans le détroit de Taïwan avec des plongeurs à son bord. Il est muni d'un caisson de plongée et d'un sous-marin télécommandé avec sonar et caméra vidéo. Le NTSB était responsable du navire et de la surveillance des images captées par le sous-marin. Grâce au sonar, les enquêteurs repèrent l'épave du vol 611 dans les profondeurs sous-marines. All right, to the right a bit. There. Okay, that's definitely a piece of wing. Let's mark it. Lorsqu'une pièce est identifiée, ses coordonnées exactes sont relevées. Grâce au GPS, les enquêteurs constatent que les débris sont disséminés sur une superficie de plus de 325 km². Il sera difficile de repêcher des pièces précises de l'avion.
25 jours après l'écrasement du vol 611, les deux boîtes noires de l'avion sont retrouvées. L'une contient l'enregistrement des conversations dans le poste de pilotage, tandis que l'autre dévoile les données du calculateur de vol de l'avion. L'une des deux boîtes noires pourrait révéler ce qui s'est passé au cours des minutes précédant la tragédie. Si la réponse se trouve sur la bande magnétique, les enquêteurs n'auront peut-être pas besoin de recueillir davantage de débris de l'épave au fond de l'océan. Ces données seront décisives. Everybody ready? Les enquêteurs commencent par l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Ils espèrent que les pilotes y font état d'une situation d'urgence. Taipei Control, send and maintain. Mais au contraire, le calme règne dans le poste de pilotage. And 608, reduce speed 210 knots. Le commandant de bord semble détendu. 200 knots, Roger. Unit airway. Le microphone a capté des voix de contrôleurs aériens qui communiquent avec d'autres pilotes. Trans-Asia 536, fly heading 050. Heading 050. Tout semble parfaitement normal dans les secondes qui précèdent la catastrophe. Il n'y a aucun bruit suspect. Now descend and maintain 250. Les dernières paroles prononcées sont celles du commandant Yi Xingfeng. 2,000. Il s'agit de la distance qui reste à franchir avant d'atteindre l'altitude de croisière. C'est suivi d'un carillon qui prévient l'équipage qu'on sera bientôt à 10 700 mètres. Ensuite, on entend le bruit de l'avion qui se désintègre. Une fraction de seconde plus tard, l'enregistrement cesse. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage montrait que tout était parfaitement normal, quand tout à coup, silence radio. L'enregistrement nous a révélé que quelque chose s'était produit, mais ce n'était pas suffisant pour savoir de quoi il s'agissait. On avait déjà écarté plusieurs hypothèses, mais il nous manquait encore la pièce maîtresse, celle qui allait nous dévoiler la cause de l'écrasement du 747. Comme les boîtes noires ne donnent pas les résultats escomptés, les enquêteurs n'ont d'autre choix que de reprendre l'examen de l'épave. Ils concentrent leurs efforts sur les indices susceptibles de confirmer ou d'infirmer le lien avec le vol 800 de la TWA. On a repris l'observation des débris en s'intéressant particulièrement au réservoir à combustible central. Le 12 juillet, 48 jours après l'écrasement, Okay, whoa, whoa. Little to the left, please. ça y est, All right. That's definitely the essential fuel tank. Okay, let's mark that. Let's bring that up. le réservoir rejoint l'amas de débris. Les enquêteurs l'examinent attentivement pour vérifier s'il a explosé. Si le réservoir a bel et bien explosé comme celui du vol de la TWA, il sera déformé et tordu. Et le métal sera recourbé vers l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Le réservoir à combustible était à peu près intact. Le métal est recourbé vers l'intérieur et contrairement au vol de la TWA, il n'est pas couvert de suie. Or, si le carburéacteur s'était embrasé, il y aurait eu de la suie. Il a donc fallu écarter l'hypothèse de l'embrasement du réservoir. Les débris repêchés jusque-là forcent les enquêteurs à réfuter une autre théorie, celle de la bombe. Il n'y avait pas la moindre trace de suie ou de déflagration. L'écrasement de l'avion de China Airlines n'est pas une répétition de la tragédie de la TWA, pas plus que le fruit d'un attentat à la bombe. L'enquête piétine. Alors que de plus en plus de débris de l'avion du vol 611 de China Airlines sont repêchés et identifiés, les enquêteurs découvrent un précieux indice en examinant une série de petites ouvertures de ventilation de l'appareil. Tous les avions de ligne à réaction commerciaux ont des dizaines de ces ouvertures près du sol. Ce sont essentiellement des clapets de surpression qu'on appelle aussi des évents.
Il ne s'ouvre que dans des circonstances précises. Si une décompression survient dans la soute située sous les passagers, l'air pressurisé de l'étage supérieur exerce une telle force sur le plancher qu'il risque de s'effondrer en endommageant des commandes de vols essentielles. Voilà ce qui s'est produit dans un avion de Turkish Airlines en 1974. Le pilote a perdu la maîtrise de l'appareil quand la porte de la soute à bagages s'est ouverte. Si le plancher ne s'était pas effondré, le pilote aurait peut-être réussi à sauver l'avion. À la suite de cette tragédie, le NTSB a recommandé que les constructeurs installent davantage des vents entre les étages supérieurs et inférieurs des avions. Si une décompression survient dans la soute à bagages, les évents s'ouvrent automatiquement pour réduire la pression sur le plancher. Il y avait 65 évents dans l'avion de China Airlines. 19 d'entre eux ont été repêchés au fond de l'océan. Là-dessus, 4 évents étaient ouverts. Les enquêteurs savent maintenant qu'une dépressurisation soudaine s'est produite sous la cabine des passagers. Mais la cause demeure mystérieuse. Il reste encore des centaines de débris de l'épave à examiner. Kay Young espère découvrir la source de cette dépressurisation. I've been reading about the trajectory analysis you did on Flight 800. I'd like to try it. L'analyse de la trajectoire balistique est une technique dont se sont servis les enquêteurs américains pour comprendre le processus de désintégration du vol 800 de la TWA. Cette technique demande des ordinateurs spécialisés. Comme l'avion s'est désintégré en plein ciel, on s'est dit qu'une analyse de la trajectoire balistique, à l'image de celle effectuée pour le vol 800 de la TWA, pourrait nous être extrêmement utile pour évaluer la trajectoire des débris. L'analyse repose sur la prémisse que les pièces qui se sont détachées les premières de l'avion ont touché l'eau en premier. Si les enquêteurs parviennent à déterminer quelles sont ces pièces, ils sauront où les ennuis ont commencé. Le radar qui a suivi la trajectoire de l'avion pendant son ascension a également détecté celle des débris. L'équipe de récupération a repéré l'emplacement de ces débris. Ces données permettront éventuellement d'établir la trajectoire de chacune des pièces. Les enquêteurs disposent de la vitesse du vent le jour de l'écrasement et il leur sera facile d'obtenir des informations précises au sujet du courant océanique. La dernière pièce du casse-tête provient de l'enregistreur de données de vol qui fournit l'altitude, la vitesse et la direction de l'avion au moment critique. À mesure qu'on remonte des débris à la surface, chaque pièce de l'épave est répertoriée et numérotée aux fins d'identification. 327. Kay Young choisit 18 pièces de l'épave pour l'analyse informatique. Elles proviennent de l'avant, du centre et de la queue de l'appareil. 199. En plus de tous les autres renseignements, il va entrer le poids et la forme de chaque pièce dans l'ordinateur. 526. Grâce au point de chute des pièces, l'ordinateur devrait révéler laquelle de ces 18 pièces est détachée la première de l'avion. Can we see when each one of those items separated from the aircraft? Toutes ces données brossent un tableau fidèle de ce qui s'est passé à une altitude de 10 700 mètres. Kay Young apprend comment le vol 611 s'est désintégré du début à la fin. The tail came off first. Tout comme les évents, il s'agit d'un précieux indice. C'était la preuve que quelque chose s'était produit à l'arrière de l'avion et non pas à l'avant. Les enquêteurs sont désormais impatients de repêcher des pièces venant de l'arrière de l'appareil. Sur l'archipel de Penghu, des centaines de morceaux de l'épave s'accumulent sur la jetée.
Le NTSB y envoie le métallurgiste Frank Zekar pour examiner l'épave. Je marchais à travers les débris quand tout à coup, j'ai vu la pièce 640. Quelques détails m'ont paru étranges. J'ai eu envie de l'examiner de plus près. Ce morceau de tôle froissée risque de changer le cours de l'enquête. L'excitation nous a gagnés. On sentait qu'on avait une piste. Hey, it's Frank. I think we found your golden nugget. La pièce 640 plonge des enquêteurs dans le passé et leur permet de conclure que la tragédie du vol 611 trouve son origine 22 ans plus tôt. Let's get as many pictures as we can. L'énorme pièce du vol 611 de China Airlines qui a attiré l'attention de Frank Zekar répond aux espérances des enquêteurs. Elle est constituée d'une partie du ventre de l'avion, des parois latérales et de la porte arrière de la soute. Il s'agit de l'arrière de l'appareil, précisément où la rupture initiale s'est produite selon l'analyse informatique. Cette pièce était inhabituelle. Elle ne ressemblait pas à ce qu'on voyait sur les autres morceaux de l'épave. Elle a immédiatement suscité notre intérêt. C'est devenu le point central de notre enquête. La façon dont le métal est tordu laisse croire qu'il s'est brusquement fendu en plein ciel. D'une manière aérodynamique, quand un avion se déplace dans le ciel, si une brèche se forme, seule la force de l'air qui le frappe à plus de 800 km/h peut pulvériser une structure en parfait état. C'est ce qu'on appelle une fissure due à une surcharge. La plupart des pièces qu'on a repêchées en premier témoignaient d'une telle surcharge. Quand le métal se fend en raison d'une surcharge, il se sépare en biseaux. Mais la pièce 640 ne s'est pas fendue en biseaux. À l'endroit de la rupture, les bords sont bien droits. What do you think? It's definitely not overstress. It's metal fatigue. Les fissures dues à la fatigue du métal se forment quand le métal est soumis à une contrainte répétitive jusqu'à ce qu'il se rompe complètement. Ça ne ressemble en rien à une fissure de tension. Habituellement, la fatigue du métal donne une fissure droite et bien lisse. Voilà exactement le type de fissure observée sur la pièce 640. Les enquêteurs en déduisent que la pièce ne s'est pas détachée subitement de l'avion en plein ciel, mais que la fissure s'était élargie peu à peu au fil du temps. A-t-elle coûté la vie à 225 personnes? On avait encore du pain sur la planche. Il fallait procéder à une analyse approfondie de la pièce afin de vérifier si c'était bel et bien l'élément déclencheur. Cette pièce comporte une autre caractéristique particulière qu'on appelle une plaque de renfort. C'est l'équivalent du morceau de caoutchouc destiné à réparer un pneu crevé. Il n'est pas rare de trouver de nombreuses plaques de renfort sur de vieux avions comme celui-ci. Une plaque de renfort est une pièce de métal qu'on applique sur le revêtement de fuselage qui comporte une imperfection quelconque. On veut que le fuselage retrouve toute sa résistance. Et un moyen d'y arriver est d'apposer une plaque de renfort sur la structure déjà existante. Cette section du 747 avait donc été réparée par le passé. Les enquêteurs veulent connaître la nature du défaut et la façon dont il a été réparé. We're looking for repair to the aft lower lobe. Whatever it was big. Les enquêteurs passent au crible 22 ans de documentation. Mais les rapports sont vagues. Trouver les détails de cette réparation précise promet d'être laborieux. Let's cut it from here to here and send this piece to Chongshan. Afin de découvrir ce qui se cache sous la plaque de renfort, un gros morceau de la pièce 640 est acheminé au laboratoire. L'Institut de sciences et de technologie Chongshan est un établissement de recherche de l'armée. Il occupe le premier plan du programme spatial de Taïwan.
C'est ici que les enquêteurs envoient la pièce 640 dans l'espoir qu'un examen minutieux les éclairera enfin. Frank Zakar du NTSB trouve un indice révélateur sur la fissure elle-même. En regardant la surface fissurée, j'ai vu une région couverte d'oxyde d'aluminium, un peu comme de la rouille sur une voiture. Des années d'exposition à l'oxygène altèrent la couleur du métal. Cette décoloration révèle aux enquêteurs que la fissure à l'arrière de l'avion ne datait pas d'hier. La lumière sur la cause de l'écrasement du vol 611 sera bientôt faite. Les enquêteurs retirent la plaque de renfort de la pièce 640 pour examiner le revêtement d'aluminium. En examinant la pièce de plus près, on a découvert d'assez longues entailles. Les plaques de renfort ne sont pas destinées à recouvrir ce genre de dommages. On s'est exclamé. On avait une piste sérieuse. La revue du dossier de l'avion porte fruit, elle aussi. On y mentionne brièvement un incident survenu 22 ans plus tôt, quand cet avion ne volait que depuis 6 mois. Sa queue a frotté sur la piste lors de l'atterrissage. Cela se produit quand un avion atterrit ou décolle trop à la verticale. C'est ce qu'on appelle un contact queue-sol. Dynasty 009, Hong Kong Tower. We observed smoke and sparks from your tail on landing. Roger, Hong Kong Tower. We'll have that looked at. Tail strike, sir. I better log that. C'est un incident assez fréquent. Bien sûr, ce n'est pas souhaitable. Certains avions ont même ce qu'on appelle un pare-choc sur la portion arrière du fuselage. Si la queue frôle le sol, au lieu d'endommager le revêtement de l'avion, c'est le pare-choc qui en fait les frais. Les dommages résultant d'un contact queue-sol sont systématiquement réparés, mais les enquêteurs veulent savoir de quelle façon on a effectué la dite réparation. L'état d'entretien mentionne qu'une réparation permanente a été faite selon le manuel de réparation structurale de Boeing. Or, notre enquête a permis de conclure qu'elle n'a pas été faite conformément aux recommandations de Boeing. Selon le manuel, plusieurs rayures étaient trop profondes pour être réparées. La section en entier aurait dû être remplacée. Le manuel de réparation structurale de Boeing indique très clairement la marche à suivre, étape par étape. 22 ans plus tard, les enquêteurs ont la preuve que la pièce endommagée n'a pas été remplacée. Les rayures sont encore bien présentes. Les ingénieurs de China Airlines expliquent aux enquêteurs que la pièce était trop volumineuse pour être remplacée. Ils ont plutôt décidé de poncer les rayures. Tout dépend de la profondeur des rayures. Si elles ne sont pas très profondes, il est possible de les poncer. Par contre, si les rayures sont profondes, il faut enlever tout ce qui est rayé et ensuite fabriquer une plaque de renfort qui sera beaucoup plus grande que la section qui a été retirée. Or, les rayures n'ont été ni poncées ni enlevées. Elles sont toujours là. Les spécialistes de l'entretien ont commis une autre grave erreur. Ils ont fixé la plaque de renfort par-dessus la surface rayée. Mais la plaque n'était pas 30% plus grande que la région endommagée. En fait, elle dépassait à peine la surface en question. Même si la réparation n'a pas été effectuée selon les recommandations de Boeing, l'inscription au dossier laisse croire que tout a été fait conformément au manuel. Pendant les 22 années qui suivent, quiconque lit le rapport de l'incident est convaincu que la surface endommagée a bel et bien été retirée. On était en train de résoudre le mystère. Une fois qu'on a vu les fissures de fatigue sur la pièce,
et qu'on a compris qu'elles étaient dues à une réparation structurale bâclée, et que 22 ans s'étaient écoulés depuis, on a reconstitué le puzzle. En camouflant une réparation inadéquate avec une plaque de renfort et en déclarant que le travail avait été effectué conformément aux directives de Boeing, les fautifs ont réussi à couvrir leur négligence. Le plus insidieux au sujet de cette réparation, c'est que la plaque de renfort cachait tous les dommages. C'était impossible de deviner que la réparation n'avait pas été faite correctement, à moins d'y avoir assisté. Tout laissait croire que la pièce défectueuse avait été retirée selon les règles. Chaque fois que l'avion s'est envolé au cours des 20 années suivantes, le problème s'est aggravé. L'air est pressurisé à bord des avions commerciaux. Pendant la montée de l'appareil, il y a un apport d'air dans la cabine afin que la pression à bord de l'avion soit plus élevée que la pression atmosphérique. À l'image du gonflement d'un pneu, l'air intérieur exerce une pression contre le revêtement de l'avion. Chaque fois que l'avion se pressurisait, la pression grimpait dans le fuselage et la fissure s'élargissait de quelques centimètres ou millimètres. Le revêtement de l'avion se dilatait et se contractait légèrement lors de chaque vol. Comme les fissures n'ont pas été réparées correctement, elles se sont agrandies tout en se multipliant. Elles ont fini par atteindre un stupéfiant 2,30 mètres de long. Si on avait tracé le graphique de la fissure initiale, on aurait remarqué une croissance lente au début, mais au fil du temps, le rythme aurait augmenté. Une petite fissure s'est transformée en grave problème. Finalement, en mai 2002, alors que le vol 611 prend de l'altitude, 225 passagers perdent la vie à cause de cette négligence. Plus l'avion a pris de l'altitude, plus la pression du fuselage a augmenté et la fissure a finalement atteint le seuil critique. À ce moment-là, elle s'est étendue comme une toile d'araignée. Les fissures sont parties dans tous les sens. Elles ont probablement fait le tour du fuselage jusqu'à ce que tout l'arrière de l'appareil se détache du reste de la structure. Quand cette pièce s'est rompue, l'avion a fait un plongeon abrupt. La force de l'air a rapidement brisé en éclats le reste de l'appareil. Les enquêteurs savent qu'une fissure cachée a causé l'écrasement du vol 611. Ils apprennent ensuite que China Airlines a bien failli découvrir cette fissure, ce qui aurait sauvé 225 vies. Le 747 de China Airlines a volé pendant 22 ans à la suite de la réparation déficiente sur son fuselage. Par conséquent, il a décollé et atterri plus de 20 000 fois. Au fil des ans, les mécaniciens ont vérifié et revérifié l'avion. Selon le programme d'entretien de Boeing, les avions doivent être inspectés régulièrement. Mais l'énorme fissure qui s'est formée à l'arrière de l'avion a toujours échappé aux inspections. Une tragédie aérienne survenue dans un autre pays aurait pu permettre à China Airlines de découvrir le problème à temps. En 1988, le toit d'un vieux Boeing 747 de Aloha Airlines a été arraché. À la suite de cet accident, la FAA, le Bureau fédéral de l'aéronautique, a instauré une procédure d'inspection pour les appareils plus anciens. Les compagnies aériennes du monde entier se sont vues contraintes d'inspecter leurs avions beaucoup plus consciencieusement en matière de corrosion et de fissures. La réglementation demande aux compagnies aériennes de réévaluer toutes les réparations effectuées sur la structure de leurs avions. S'ils avaient comparé le carnet de maintenance à la réparation sur l'avion, ils auraient tout enlevé avant de recommencer. China Airlines entreprend la première étape de cette nouvelle procédure en 2001, un an avant la catastrophe. On identifie et photographie 31 différentes plaques de renfort sur le 747, dont celle qui recouvre la terrible fissure. Ces photos révèlent aux enquêteurs que China Airlines a négligé un indice crucial qui les aurait avertis du danger imminent.
On a examiné les photos de la réparation prises par China Airlines et on a noté que certains problèmes justifiaient une enquête plus approfondie. Une tache d'un brun foncé tout près de la plaque de renfort aurait dû éveiller les soupçons bien avant l'écrasement. Pendant des années, les passagers du funeste 747 de China Airlines ont eu droit de fumer. Ce faisant, ils ont rempli l'air de la cabine pressurisée de nicotine. La fumée sortait par la fissure arrière de l'avion. Avec le temps, cette fumée a laissé une tache de nicotine sur le revêtement extérieur. C'était flagrant. N'importe quel mécanicien d'entretien expérimenté l'aurait immédiatement remarqué. China Airlines a interdit à ses passagers de fumer 7 ans avant l'écrasement. Les enquêteurs savent donc que la fissure remonte à plus de 7 ans. Mais au lieu d'enquêter sur la source de cette tache, We need to conduct the new inspection when we do our next major check. China Airlines fixe la date de la deuxième étape de la procédure qui consiste en une minutieuse inspection des réparations de structure. And that would be the 7C check, currently scheduled for November the 2nd, 2002. Mais le 747 ne résistera pas jusqu'au 2 novembre 2002. L'avion se désintègre au-dessus du détroit de Taïwan 5 mois avant l'inspection qui aurait sans aucun doute permis de découvrir la défaillance de structure. Les enquêteurs veulent s'assurer qu'une telle tragédie ne se répète pas. Ils recommandent aux organismes de sécurité aérienne du monde entier de procéder immédiatement à l'inspection de toute réparation pour déceler un éventuel problème. Il n'était plus question d'accepter une simple note déclarant que la réparation avait été faite selon les règles. Si on ne disposait pas de tous les documents nécessaires pour le prouver, on exigerait que les mécaniciens retirent les plaques de renfort pour faire une inspection visuelle de la structure. Le Conseil national de la sécurité des transports émet ses propres recommandations. Il demande que tous les employés de maintenance soient prévenus des risques. Dissimuler ce type de fissure peut mener à une défaillance structurale d'un avion. La morale de cette histoire, c'est que toute réparation doit être effectuée selon les recommandations. Le mécanicien qui travaille sur un avion ne pense pas nécessairement aux passagers qui monteront à bord de cet appareil dans 20 ans. Pourtant, leur vie dépend de sa rigueur. China Airlines a révisé les processus d'inspection et d'entretien de sa flotte aérienne. Sa cote de sécurité a grimpé de façon spectaculaire depuis l'écrasement du vol 611. Les enquêteurs ont également recommandé le développement de nouveaux outils permettant aux mécaniciens de détecter les failles sous les plaques de renfort. Aujourd'hui, de tels outils sont couramment utilisés. Boeing a développé un procédé de contrôle non destructif qui permet de déceler les fissures du fuselage sous les plaques de renfort. Ce dispositif se sert d'ultrasons, des ondes sonores qui traversent le métal. Il révèle la présence de dommages sous les plaques de renfort. Il s'agit de la même technologie qui permet aux médecins d'observer un fœtus à l'intérieur de l'utérus de la mère. Ce dispositif aurait détecté la fissure fatale sous la plaque de renfort du vol 611. Six ans après l'écrasement de l'avion de China Airlines, la compagnie américaine Southwest Airlines a reçu une amende record, 10 200 000 $ pour avoir négligé les inspections destinées à trouver des fissures. L'amende de Southwest rappelle l'importance de bien entretenir nos avions. Un programme d'entretien et d'inspection efficace peut s'avérer coûteux. Mais comme en témoigne la tragédie de China Airlines, le prix à payer pour la négligence est encore plus élevé.